Ils forment le premier bloc. Et ce n'est pas un hasard. Ils font et défont l'actualité, ils analysent, ils jugent. Ils donnent les vraies réponses. C'est cela, oui. Le premier bloc. C'est sur Planète Hockey, la radio. Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue. C'est le premier bloc, c'est l'after. En ce lundi, nous reprenons notre rythme normal, à savoir l'émission du lundi, tous les lundis. Donc 18h, 20h, 22h et beaucoup plus s'y entendent, notamment sur notre chaîne YouTube Planète Hockey Center. Bienvenue à Laurent Perroton, bienvenue à Christian Ponty. Ben voilà, le championnat de Suisse, il est terminé, mais ça ne nous empêche pas de recommencer à vibrer gentiment. On n'a jamais arrêté parce qu'avec les Suisses de NHL, on suit quand même un peu. Hein. Mais c'est vrai, de toute façon, le mondial pour nous, c'est toujours un truc intéressant. On est bien. Ouais, c'est vrai qu'on vit avec les Suisses de NHL et notamment l'ambiance qu'il y avait à New Jersey. Incroyable. Pour essayer de rattraper un peu le faux départ là, au deuxième tour. On en parlera tout à l'heure. Bonsoir Laurent Perroton. Bonsoir Philippe. Des courbatures partout. Ouais, mais ça, c'est habituel. Oui, je vous le dis chaque semaine parce que c'est bien de le répéter. Ouais, vous avez participé à un tournoi ce week-end. Ouais, j'étais à la Geneva Cup avec. Et avec qui? Mais il y avait pas mal d'anciens joueurs, mais surtout de jeunes joueurs. Donc c'est pour ça que c'était très très compliqué. Très long. Et puis surtout t'enchaînes quoi. T'as pas de pause, donc c'est assez hallucinant. Ouais. Vous avez gagné? Non, on est qualifié pour les demi, mais de toute manière tout le monde est qualifié, donc c'est pour ça. Mais ce qui est important, c'est le 18, on va jouer la demi-finale pour voir si on arrive à aller faire la finale le 25. C'est quoi, la Geneva Cup, hein, Geneva Cup, ouais, donc c'est pas mal d'anciens joueurs de glace ou des joueurs actuels qui font des équipes et puis du coup on se rend compte, mais c'est vrai que le terrain là-bas il est un peu particulier, ça accroche beaucoup, donc physiquement vous devez beaucoup pousser. Donc c'est où? C'est à la Queue d'Arve? C'est à la Queue d'Arve, juste à côté des Vernets. Oui. D'ailleurs on a croisé Simon Lecoultre qui est en train de faire du squash, donc le mec il arrête jamais. Il arrête pas. Donc voilà, non, mais c'est vrai que le squash c'est terrible hein, pour la condition physique, ça vous maintient bien. Ça maintient bien, mais c'est sympa, on a vu un peu tout le monde. Il y a Jimmy Homer, le chef mat qui fait aussi du squash. Non, mais qui est venu voir la journée, donc c'est sympa. Mais c'est sa maison, la patinoire. C'est sympa de revoir tout le monde, donc c'était une journée très très sympathique. Ouais. Et puis évidemment, donc on vibre gentiment, tout doucement, parce que ce week-end, on a tant bien que mal vécu les matchs de l'équipe de Suisse à distance grâce à la RTS. Il faudra qu'on vibre un petit peu plus à tous les niveaux, hein, à partir de jeudi, début du championnat du monde. L'équipe de Suisse qui remporte les Carlson Hockey Games. C'est assez inattendu, surtout après le premier match contre la Suède, mais finalement cette équipe de Suisse elle est allée en progression tout au long du week-end. Je dirais qu'elle a été en progression tout au long de la saison parce que c'était vraiment pas brillant sur les prestations. On leur avait mis moi personnellement j'avais mis un casque de plomb à l'équipe de Suisse parce que les résultats n'étaient pas bons. C'est vrai que quand tu joues toujours contre le top mondial, c'est difficile d'avoir des bons résultats, surtout quand tu fais tourner les effectifs. Hein, quand on reviendra sur la sélection, mais il y a eu beaucoup de turnover au niveau de la sélection. Maintenant, ce que j'ai trouvé, c'est que par rapport, vous avez parlé du match de la Suède, les deux autres matchs, je les ai trouvés beaucoup plus dans l'ADN de l'équipe de Suisse, c'est-à-dire beaucoup plus d'intensité. Tourner vers l'offensive. Oui, tourner vers l'offensive, mais surtout au niveau du pressing et du patinage. En fait, les joueurs suisses, l'ADN des joueurs suisses, c'est quelqu'un qui patine très bien déjà. Et on a été beaucoup plus intense, beaucoup moins attentiste. Et puis ça, c'est ce qui amène aussi les situations de powerplay. Et ce qui amène aussi le powerplay qui a été quand même assez convaincant, moi j'ai trouvé. Donc oui, c'est de bon augure pour la suite. On rappelle hein, aux auditeurs, mais que les 4 premiers matchs, c'est 4 concurrents directs. En fait, c'est des petites nations. Il faut absolument gagner tes 4 premiers matchs pour assurer le quart final. Donc il faut être prêt tout de suite. Là, t'as pas le temps d'avoir du rodage et de perdre des points tout de suite au départ. Christian. Ouais, moi je suis d'accord. En plus, il faut quand même dire un truc. En général, les Suisses, ils n'aiment pas trop les entre guillemets petites équipes parce qu'ils doivent faire un peu le jeu. Mais moi, par contre, j'étais pas forcément très étonné des résultats parce que j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de joueurs qui étaient encore dans le flow des playoffs, comme un Gaëtan Haas par exemple, qui est encore vraiment qui surfe sur la même vague. Il est haut. Mais après, il faut faire quand même attention à un truc, c'est que oui, c'était des matchs d'intensité. Par contre, il y avait très peu de charges.
ça frappe pas. Hein. Et puis ça va pas être la même chose. Et surtout contre les plus petites équipes qui vont beaucoup frapper. Et on sait très bien que l'équipe de Suisse, ils aiment pas trop quand ça frappe. Alors il faudra miser sur la vitesse comme d'habitude. Et puis moi j'ai trouvé aussi un truc sympa. Dans le cadre de ces hockey games là, j'ai bien aimé qu'on fasse un petit cadeau à Robert Mayer contre les Tchèques, qui a d'ailleurs livré une bonne prestation. Qui est né à Virov, c'est pas très loin de. Ah ouais, c'est ça. Ouais. Non, mais je trouve, voilà, pour ça, Fischer, il est malin. Ce genre de truc, il loupe jamais. Et c'était malin. Ouais. Donc voilà. Bien sûr qu'on va parler de cette équipe de Suisse. D'ailleurs, d'ici 3-4 minutes, il est rentré aujourd'hui de Brno. C'est Johnny Knoibuller qui a été coupé au dernier moment. On va discuter un petit peu avec lui au téléphone d'ici quelques instants. Mais pour revenir avant encore sur ces 3 matchs de l'équipe de Suisse, la Suède. Je vous parlais de grosse déception encore une fois, je dirais, contre la Suède qui reste notre bête noire. Mais finalement, est-ce que c'est pas parce que la Suède, contrairement aux autres équipes comme la Finlande ou comme la Tchéquie, a un jeu qui permet de faire déjouer la Suisse. La Suisse est beaucoup plus à l'aise contre une Finlande ou une Tchéquie parce que ça joue plus au hockey que la Suède. Moi, pour répondre vraiment aux puristes, je trouve que déjà la problématique avec la Finlande, déjà, si on compare la Suède, c'est que physiquement c'est un peu plus gros. Ouais. Et ça, c'est un vrai problème. On est un très très bon championnat européen, mais on est une nation qui joue vraiment pas physique. Et puis le championnat n'est absolument pas physique. C'est pour ça que les artistes étrangers qui sont arrivés cette année, ils adorent la Suisse parce que dans le jeu, c'est vraiment puriste. Hein. Ça joue très très bien au hockey, ça bouge le puck et ça joue pas trop intense. Maintenant, la différence aussi avec les grandes nations, moi, il y a quelque chose qui m'a marqué moi quand on regarde le match Suède-Suisse. On parle beaucoup des joueurs NHL. En Suède et en Finlande, finalement, vous vous rappelez, il y a 3-4 ans, ils ont été champions du monde. La Finlande, c'est la 3e équipe. Donc, ils ont tellement un réservoir. Mais pour moi, quelque chose qui m'a marqué vraiment sur le match Suède-Suisse, c'est que quand on regarde le premier bloc des Suédois, avec la star Luca Raymond qui met 2 goals, on met Léo Carlsson qui a 18 ans. Et c'est ça la vraie différence entre les nations du haut de tableau et puis les nations 5, 6, 7, 8. C'est que tu arrives lorsqu'il te manque des joueurs, à ce que ça ne se voit pas et tu intègres des joueurs qui ont 18 ans. Et je l'ai trouvé vraiment pour son âge d'une maturité d'ordre tactique exceptionnelle. Donc voilà, là-dessus, on a pas mal de retard à ce niveau-là. C'est lorsqu'on a déjà des absents et les joueurs à NHL qui ne sont pas encore présents, il faut qu'on arrive à intégrer des jeunes, mais des très très jeunes. Et c'est là-dessus on a du retard dans la formation. Voilà, je vais contredire un peu Laurent, mais il y a Bichsel qui a 18 ans et qui vient de signer, malheureusement il s'est cassé la cheville, mais qui vient de signer un contrat de 3 ans à Dallas, d'entrée draft. Donc c'est un signal positif, mais tu as raison, le réservoir il n'est pas aussi gros, ça sert. Et puis surtout la philosophie, on fait moins facilement confiance à des jeunes. Non mais tu as raison sur les jeunes, mais ce que je veux dire c'est Bichsel, il n'avait pas un rôle majeur par rapport à Carlsson, ils le mettent sur le premier bloc, ils le mettent sur le premier bloc avec les meilleurs joueurs, donc c'est là-dessus où... Johnny. Ouais, voilà. Johnny il est là, il vient de rentrer. Surprise, c'est Planète Hockey, la radio. Bonsoir, Johnny. Voilà, de retour d'une belle aventure. Oui, bonjour, je vous entends bien. Je vous entends bien jusqu'à maintenant. Bon, de retour d'une belle aventure alors. Ouais, exactement. À peine aujourd'hui, je viens d'atterrir. Du coup, pas encore, je réalise pas encore trop, mais ouais, en tout cas, c'est la fin de mon aventure avec l'équipe suisse. Et puis, première impression, c'est quand même que je suis content de moi. Ah, tu peux, hein. Ouais, il y a de quoi. Hier, il y a une image qui m'a quand même interpellé. C'est avant le début du match, la télévision vous a cadré les joueurs surnuméraires ou ceux qui ont été coupés en fait après cette rencontre. Est-ce que vous saviez déjà, en étant assis dans les tribunes à ce moment-là, que vous ne continueriez pas l'aventure ? Non, du tout. En fait, excusez-moi. Non, il y avait juste concernant les attaquants, 2 ou 3 attaquants de plus supplémentaires qu'il n'avait pas besoin pour le line-up du match. Et du coup, il y a eu un tournus tout au long des matchs amicaux. Et puis ce match, il avait dit à Haim et moi en tout cas qu'on jouait pas en attaque. Après, j'ai pas fait de lien forcément avec une coupure. Mmh. Ouais. Comment ça se... hormis ça, j'étais au courant que de toute façon après le match ou le jour d'après, il y aura ils annonceraient avoir une réponse me concernant en tout cas. Mais j'ai pas fait un lien avec la raison de si je jouais le match ou pas. Bon, crever au poteau, c'est un petit peu décevant quand même.
Ouais, exactement. Mais ça, j'avais déjà dit j'ai déjà parlé à 1-2 personnes, pas beaucoup. J'aurais dit à la plupart que justement, ça fait un peu mal parce qu'en fait, on se sent très proche des mondiaux et puis c'est une décision supplémentaire. Et puis si c'est oui, je participe aux mondiaux et puis dans ce cas-là, c'est pas le cas. Après, dans mon cas, j'étais parti assez de loin. Je m'attendais honnêtement pas à être arriver aussi loin dans la préparation avec l'équipe suisse quand j'avais fini le championnat avec André Piotta. Ouais, ça t'a fait une sacrée longue préparation, très longue. Hein, ça. Pardon ? Ça t'a fait une immense préparation parce que tu sors tout de suite. T'as fait quoi ? 3 semaines, 4 semaines avec l'équipe suisse ? Ouais, exact. On vous entend pas si jamais les. Je sais pas si c'est Christian qui parle. Ouais, c'était moi. Je t'entends pas trop. Ouais, alors attends, je crois que notre régisseur est en train de faire le nécessaire. Non, j'étais en train de dire que ouais, t'as fait une très longue préparation. C'est pas toujours facile. Ouais, exactement, ouais. J'avais déjà fini 2-3 semaines. 2-3 semaines de libre après la fin de Ambry, puis après je les ai rejoints et j'ai fait 4 semaines avec eux. Donc niveau préparation et puis je me suis gardé en forme, j'étais sur la classe et puis surtout avec un niveau très élevé. Ouais. Avec des gars dans l'équipe où c'était on se battait pour sa place, mais ça depuis le jour 1 où j'étais à Viège et puis après en face pendant les matchs face à des équipes qui sont des équipes les plus rapides contre qui j'ai joué. Ouais. Moi, salut, hello Johnny, c'est Laurent. Salut Laurent. J'avais une question d'ordre collectif. Selon toi, quelle est la différence de l'évolution de l'équipe au fur et à mesure des semaines on a trouvé une équipe beaucoup plus intense, notamment contre la Finlande et la Tchéquie. Qu'est-ce qui a changé selon toi au fur et à mesure des semaines ? Parce que les premiers matchs contre l'équipe de France ou contre la Lettonie, c'était pas terrible. Alors oui, c'est vrai qu'en tout cas, je trouve que il y avait une séparation assez frappante entre les 4 premiers matchs et puis après les matchs à Riga en Lettonie. Les matchs de contre la Slovaquie et puis la France, c'était des bons matchs, mais après quand tout d'un coup, moi je me suis retrouvé à Riga face à la Lettonie, j'étais là, ça c'est du niveau international quand même, parce qu'il y avait tout c'était plus fort, plus vite. Voilà, c'était vraiment le tempo du jeu, c'était tout dans les catégories supérieures et du coup c'était impressionnant. Après, en tant qu'équipe, là on n'a pas fait nos 2 meilleurs matchs là-bas. On était un peu surpris, il y avait une superbe ambiance de la part des Lettons. Ils étaient chauds, apparemment ils voulaient vraiment mettre le tempo pour la semaine d'après pour le championnat du monde. Exactement. Donc c'était vraiment vraiment chaud. C'était une superbe ambiance, mais en tout cas là on a profité que à la Lettonie. Sinon on était un peu endormis, mais après si on regarde la semaine d'après contre la Suède et puis la Finlande, 2 équipes encore je trouve supérieures à la Lettonie et puis ce qui est fou et puis ce qui m'a fait plaisir c'est de voir que on arrive à jouer contre ces équipes. Enfin ça je le savais quand je regardais l'équipe suisse à la télé. Sauf que et là c'est tu toujours ce que j'ai. Voilà. C'est parce que pour être honnête, je suis un fan bien sûr de hockey, mais de l'équipe suisse et ces périodes, moi normalement je suis toujours devant la télé à regarder ces matchs. Ah c'est beau. Hein. À critiquer ou à prendre surtout du plaisir quand on gagne. Et puis là, d'avoir pu être là, c'était comme j'avais dit dans une interview à la RTS, pardon. C'est un rêve. Et puis chaque jour, j'en profitais. Ouais. D'ailleurs, on a parlé avec ton papa. Alors, il nous a dit que tu as essayé d'aller le plus loin possible, d'être au moins dans le dernier cut parce que tu n'avais pas envie de faire la préparation que ton frère t'avait préparée pour l'été. C'est vrai ? C'est tout à fait vrai. Le meilleur entraînement, c'est la glace. Hein. Bon, du coup, là, la grosse déception, c'est plutôt de retourner à ma préparation. Johnny, maintenant que vous avez entrouvert cette porte, quel a été le discours de Patrick Fischer à votre rencontre ? Comment il vous a annoncé que l'expérience se terminait ? Provisoirement, j'imagine. Je dois dire que le rendez-vous, il était positif. Dans le sens où j'ai eu quelqu'un en face de moi que j'ai trouvé honnête et qui n'a pas cherché des excuses à droite à gauche. Et puis,
voilà, il m'a simplement dit qu'il était il était content de moi, il était content de moi et que j'aurais pu faire partie de l'équipe pour Semenyo, mais qu'il y avait des arrivées, il y avait de la concurrence un peu trop forte cette année pour que je fasse le pas, et puis du coup des raisons assez évidentes auxquelles de toute façon je m'attendais. Mais en tout cas il m'a dit il m'a un peu motivé par certains mots, en me disant justement de continuer à travailler, en essayant de dominer avec mon équipe, mais surtout aussi sans parole, il m'a motivé juste en me prenant et puis en me permettant de travailler avec ces genres de gars-là, de jouer avec ces gars-là, et puis de vivre la vie de tous les jours avec des gars comme ça. Ça me donne un push et un élan de motivation pour mon futur, et ça c'est un grand cadeau qu'il m'a fait de toute façon. Joli coup de booster. Moi j'avais une dernière question, Johnny, par rapport à Fischer. Est-ce que, tu sais, dans les entretiens... Par rapport à quoi ? Excuse-moi, par rapport à Fischer, est-ce que dans l'entretien aussi, tu as un retour sur tes manques ? Est-ce que tu dois améliorer pour vraiment avoir, dans ton rôle, dans ton profil, avoir une possibilité un jour de faire le championnat du monde et voir les Jeux Olympiques, etc. Est-ce qu'il t'a Alors, j'ai juste pas entendu le début de ta question, désolé. Pas de souci, je répète, donc je te disais, est-ce que Fischer t'a donné des choses à améliorer dans ton profil pour pouvoir vraiment être un acteur majeur de l'équipe de Suisse dans le futur ? Est-ce qu'il t'a dit tu dois améliorer telle chose ou telle chose, travailler plus sur ça, ou est-ce qu'il t'a donné des axes de travail pour le niveau international ? Ok, d'accord, non, j'ai compris, merci. Alors, en fait, c'était intéressant, et puis ça m'a donné aussi confiance, dans le sens où il m'a pas plus repris sur des parties du jeu ou une partie du corps que je devrais travailler ou revoir ou concentrer là-dessus, et ça pourra me permettre de participer au Mondiaux. Il m'a fait comprendre, et puis j'ai l'impression qu'il a pu un peu voir une capacité en moi, en tout cas, que j'ai pu avoir lors de mes meilleurs matchs, peut-être pas assez régulièrement, en tout cas du coup en saison ou même désormais avec l'équipe de Suisse, mais il a pu voir quelque chose en moi qui pense que ça peut amener quelque chose à l'équipe de Suisse, que ce soit la vitesse ou l'intensité, et puis le côté lutteur, et puis je pense que là où justement où je peux grandir, et puis qui m'a dit que c'est ça qui est l'identité de l'équipe de Suisse, et puis que je pourrais amener, c'est de performer en club avec ça, de montrer que je peux être plus constant dans mes hauts matchs, et que tout d'un coup, si je vais refaire des matchs avec l'équipe de Suisse, tout ça, de pouvoir le présenter aussi en match. Donc là, c'est un peu tôt l'interview, pour être honnête, parce que j'ai pas encore fait le bilan ni avec mon frère, ni avec mon père et tout ça. Donc c'est juste, je vous dis à froid, mais c'est un peu ça qu'il en a sorti. Ouais, Norman, moi j'ai une dernière... Norman, excuse-moi, Johnny, c'est ton frère, Norman. J'aurais une dernière question. Est-ce que le fait que Luca Cereda soit maintenant dans le staff, ça t'a un peu aidé? Et puis quel était son rôle, Cereda, pendant cette prépa? Puis je crois que, parce que là il a signé pour une année avec l'équipe suisse en tant qu'assistant, sauf erreur. Donc est-ce que toi ça a une influence, et puis quel était son rôle, quoi? Alors moi, dès que j'ai appris que j'allais avec l'équipe suisse, j'ai pas tout de suite appris qu'il était là, Cereda. Il me l'a dit une semaine après, ou je sais plus quand après. Et puis il m'a pas trop impacté, je le trouve, dans les performances, dans le sens où mais que ce soit moi ou que ce soit lui, il voulait pas être non plus trop présent pour moi. J'en ai pas trop parlé avec lui de ça, mais c'est ce que je ressens, et puis de ce que je peux le connaître. Okay. Il voulait pas m'impacter, ou bien qu'il y ait une vision de ton entraîneur de club dans l'équipe de Suisse, tu veux dire? Ouais, exactement. Voilà. Mais du coup, lui, son rôle, c'est quoi? Il s'occupe d'une partie, je sais pas, genre il s'occupe des box, du powerplay, ou c'était quoi? Enfin, il avait un rôle défini au niveau de l'équipe, ou il est dans les gradins? Son rôle dans l'équipe suisse, tu dis? Ouais. Ah, c'était en attendant qu'il y ait le deuxième coach, troisième coach principal qui arrive, c'est qu'il fasse en fait pas une formation, mais en fait une présence. Et il a eu plusieurs
off jusque-là, en fait, les dernières années. Ouais. Et puis cette année, il a décidé qu'il allait le faire. Mais depuis le début, c'était sûr que ça allait durer seulement 3 semaines. Ok, d'accord. Bien, Johnny, on va vous laisser. Merci de nous avoir accordé pratiquement un petit quart d'heure. Là, maintenant, on va vous laisser vous reposer avant de reprendre l'entraînement sous la direction de votre frangin. Ça va être génial. Dites-moi quand même un tout dernier mot. L'ambiance dans cette équipe de Suisse. Est-ce qu'on a une tête de vainqueur ou bien comment vous sentez ce championnat du monde? On rêve de médailles, évidemment. Est-ce que c'est faisable? Oui, moi, bien sûr que j'y crois, et même avant que j'y sois pas ou que j'ai pas fait ces 4 semaines, j'ai toujours cru que la Suisse elle pouvait gagner la médaille d'or, et j'en ai toujours rêvé. Et là, en tout cas, j'ai pu voir dans le vestiaire que les gars ils sont très sérieux et c'est des gagnants. Enfin, ils sont pas là pour prétendre à juste profiter de quelques jours ou 2 semaines dans une ville en Europe. Que ce soit à l'entraînement ou bien dans les matchs amicaux, j'ai vu beaucoup d'intensité. Et ouais, pour moi, c'est très sérieux. Et, enfin, dans le sens, je les ai vus très sérieux. Et du coup, je suis assez confiant quant à leurs résultats. Moi, je vois une finale. D'accord. Eh ben, espérons que ce ne soit pas contre la Suède. Enfin, c'est au pénalty. Oui, au pénalty. Enfin bref, une finale, ce serait déjà beau. Merci beaucoup, Johnny Knoebuller. Bye bye. Merci à vous. Désolé, je ne vous ai pas tout à fait entendu. C'est avec tous les micros, c'était un peu bizarre. Mais non, mais c'était très bien. Et puis encore aussi, on le dit tout le temps, avec l'âge, on a aussi l'audition qui diminue aussi de notre côté. Mais nous, on t'a bien entendu, c'est le plus important. Allez, merci. Et puis bonne récupération. Ciao, et on se réjouit de vous retrouver la saison prochaine sous le maillot d'Ambri Piotta et de l'équipe de Suisse. Bien sûr, merci. Ben voilà, messieurs. Alors, Johnny Knoebuller, ça a été une belle révélation, on va dire ça comme ça, parce que c'était le sélectionné surprise jusqu'à la dernière semaine de préparation. Ouais, il fait toujours des revues d'effectifs. Hein. Si vous vous rappelez, dans la composition, il y avait quand même des gars. Il avait pris au départ Abicher, Vuardou. Il y avait quand même des jeunes joueurs. Farni, il y avait Bader. Donc Meyer, donc il y avait quand même pas mal de joueurs qui découvraient un peu l'équipe de Suisse ou qui étaient déjà venus auparavant, les prospects. Et puis du coup c'est bien, mais en fait dans son profil, là où il est vraiment intéressant, c'est qu'il a une glisse et un patinage de niveau international. L'énergie aussi. Ouais, c'est un peu un Rod. Il peut amener quelque chose. Mais c'est surtout dans sa qualité de patinage où il a beaucoup de vitesse, et s'il joue avec des bons joueurs, il peut faire des différences. Maintenant il faut qu'il gagne en constance, comme il l'a dit, et puis surtout qu'il soit plus méchant, mais pas méchant dans le mauvais sens du terme, dans l'impact physique, mais méchant dans la conviction devant le but. Il doit marquer plus de goals dans son profil, pour pouvoir mettre de côté certains joueurs et passer devant pour les futurs championnats du monde. Si j'ai articulé le nom de Noah Rod il y a quelques instants, c'est d'abord pour revenir sur les choix de Patrick Fischer avec les joueurs qu'il a convoqués ou ceux qu'il n'a pas convoqués après la finalissima. Est-ce que selon vous, il y a un ou deux manques? On aurait peut-être pu quand même faire confiance. Je disais Rod, mais enfin ça peut être d'autres joueurs. Lui, il a joué sous infiltration, il est blessé, donc on n'est pas dans la tête des joueurs et puis dans la communication, mais on sait qu'aussi il y a des joueurs, quand vous passez un certain âge et que vous faites toute la préparation, que vous faites couper au dernier moment, ça va 1 année, 2 années, 3 années, puis après ça devient conflictuel, et c'est dans toutes les sélections comme ça. Et on sait que Noah il a été un peu déçu ces dernières années parce qu'il s'est fait couper. Maintenant il a été longuement blessé cette année, donc je pense qu'il doit récupérer. Est-ce qu'il a encore des interventions au niveau médical? On ne sait pas. Un gars comme Simon Lecoul, qui est un gars d'avenir, avec sa grave blessure, peut-être qu'il a besoin aussi de repos. Donc, parce que c'était un candidat. C'était un candidat. Lorsqu'il est rentré en play-off, ça a changé complètement la donne du côté de Genève. Donc, c'était un réel candidat. Maintenant, il faut aussi prendre en considération les états de forme, les bobos, les conflits aussi de personnes, parce que à chaque fois, si vous faites la préparation que vous faites couper, c'est compliqué. Donc, les gars vieillissent, ont des vies de famille. Donc, il y a plein de paramètres, mais et puis évidemment le dernier paramètre, c'est les NHLers. Donc les NHLers, les gens ils se disent oui, on a 5 voire 7 joueurs NHL, voire 10, mais oui, mais c'est qui? Quel profil? Donc c'est là aussi que tu détermines ton équipe, c'est selon les profils et tes besoins, et c'est peut-être que dans ces rôles-là, on a des joueurs qui n'ont pas été sélectionnés parce qu'on avait déjà ce genre de profil. Si on prend du côté de Genève, là on va peut-être écouter Christian Ponty, ne figure pas dans la sélection
on va dire quasi finale, ou presque, quoique il y a beaucoup de joueurs sélectionnés, il y en a certains, ils verront juste la ville, mais ils verront pas grand-chose au niveau de la glace, puisque avec ceux qui vont encore débarquer de NHL, il y a trop de joueurs, on ne peut pas en inscrire une pléthore évidemment, des Tyler Moy, des Roger Carrère, un petit peu blessé, Carrère est blessé, ouais, mais c'est légèrement blessé, et ça a été une surprise, ça on l'a bien caché, c'est un petit peu dommage, Moy, il y avait l'enthousiasme, enfin je veux dire, il y a... tout c'est discutable évidemment. Déjà juste pour revenir à ce qu'on disait au début à propos de Johnny. Au lieu d'avoir, je sais pas moi, la tournée d'adieu d'Ambule par exemple. Ouais. C'est pas le même profil. Ouais, non, c'est ça. C'est pas le même profil. Mais alors, on en parlait tout à l'heure. Hein. Regardez la Finlande, Rajala est pas sélectionné pour une question de profil, pas parce qu'il est pas bon, parce qu'ils ont déjà trop de joueurs avec ce style-là. Mais pour nous, c'était un des top joueurs du championnat suisse et puis il n'y va pas. Mais après, juste pour revenir à ce qu'on a dit à propos de Johnny, savoir qu'il est sur le dernier cut et qu'avec lui, dans les cutés, il y a Moy, Haim et Carrère, ça en dit assez long sur sa performance, hein, quand même, c'est bien. Et puis après, c'est vrai, mais de toute façon, le problème aussi, c'est que quand on arrive à la fin des playoffs, il faut voir qu'il y a des joueurs, en fonction de leur style de jeu, ils sont cramés. Noah Roth, c'est un gars qui joue quand même beaucoup physique. Quand tu es champion, des fois, tu as meilleur temps d'avoir un autre joueur qui est peut-être plus en forme parce que ça va nous être du haut niveau. Et puis, relancer la mécanique. C'est pour ça que je disais, on en parlait tout à l'heure, quand j'ai vu, pour l'instant, en l'état, un Gaëtan Haas, l'intensité qu'il a encore de play-off, s'il arrive à maintenir ce niveau de jeu pendant toute la période des mondiaux, il va être incroyable. Mais c'est vachement dur. Et puis, c'est vrai que chaque année, une saison de plus, comme disait Laurent, t'es usé. Et puis, des fois, il y a le timing. Regardez, l'année passée, Gaëtan Haas, il n'a pas fait une bonne saison, il n'était pas bien. Dans ces moments-là, je pense que c'est mieux de ne pas les prendre, mettre quelqu'un qui va être au rendez-vous parce qu'il sera frais dans la tête, frais physiquement, puis en confiance. C'est ce qui a changé dans l'équipe de Suisse. Par exemple, vous prenez certains joueurs de Zug qui n'ont pas été pris. On peut s'en passer. Alors qu'avant, c'était même des gars hors de forme. Ouais, on pouvait pas s'en passer. On a eu la même réflexion. Je ne sais plus pourquoi j'ai croisé par hasard hier le nom par exemple de Grégory Hoffman. Donc il faut pas se passer. Puis tout à coup, il n'est pas là. Puis je me dis finalement. Oui, bien sûr, il manque. Sans doute qu'il serait dans l'équipe de Suisse s'il est en forme, il n'y est pas et finalement ça se voit exactement, pas. Mais quel Grégory Hoffman, ça se voit pas depuis 2 matchs. Quel Grégory Hoffman, quel Sven Andrighetto. Non, mais c'est clair qu'on a maintenant vraiment de niveau international avec la qualité des joueurs en pleine forme dans leur profil, on peut avoir 2 équipes. Ce qui n'était pas le cas avant. La différence avec la Finlande et la Suède, c'est qu'ils peuvent en avoir 3. C'est là-dessus où on doit progresser parce qu'ils ont un cursus de formation bien meilleur avec plus de jeunes. Mais par contre, quand tu regardes la sélection, moi je trouve qu'il n'y a pas trop de surprises. Je trouve qu'il n'y a pas trop de surprises. Et puis c'est une sélection assez... on parle d'intensité qui ne joue pas très physique. Mais si ça doit jouer physique, vous avez quand même Niederreiter, vous avez Turkov, vous avez Santeller, vous avez Simeone, vous avez Miranda, vous avez Herzog, vous avez mais je parle devant. Donc vous avez des joueurs qui jouent pas tout le temps physique, mais qui peuvent jouer physique. Et par exemple Miranda, c'est le prototype du joueur de niveau international qui est très important pour la Suisse. Et il met 2 goals extrêmement importants contre la Tchéquie et contre la Finlande. Donc voilà, lui aussi il a beaucoup grandi à Genève en jouant avec des Phil Poula, des Winnick. Donc ça fait partie aussi de ce qu'on avait discuté. Certains directeurs sportifs disaient, notamment Marc Gauchi, il y a beaucoup de gens qui sont en désaccord avec les 6 étrangers, mais parce que les joueurs suisses vont moins jouer, mais à contrario, les joueurs suisses qui vont jouer avec ses meilleurs joueurs, ça va les tirer vers le haut. Ouais, et un mec comme Miranda par exemple, c'est exactement le profil de ce qui est arrivé. Puis j'ajoute un truc, un Turkov. En général, avec l'équipe de Suisse, il était sur le 4e bloc dans un rôle défensif alors qu'il a fait des playoffs dans un rôle offensif. Et là, il joue sur le 1er bloc. Donc, je veux dire, quelque part, c'est aussi en fonction de l'état de confiance du joueur, des qualités du joueur sur le moment. Parce que c'est clair que si tu joues sur un bloc offensif à Lugano et tout d'un coup, on te demande de défendre. Alors, en théorie, c'est plus simple de défendre que de jouer offensif, mais son réel niveau, parce qu'il était... Franchement, avec Lugano en play-off, il était incroyable. Hein. C'était le meilleur joueur des 2 équipes. Et moi, je pense que c'est vraiment une bonne nouvelle qu'un Turkov soit sur le 1er bloc en attaque. Mais ça fait partie aussi de Fischer. Il y a un sélectionneur est critiqué par 9 millions de personnes. Hein. Il y a 9 millions d'habitants en Suisse. Mais ce que je veux dire, c'est que là où moi j'ai un profond respect, c'est que déjà, il fait tourner les effectifs. Il donne la chance à tout le monde. Et surtout, dans les profils des joueurs, il les fait évoluer. Et on voit que petit à petit, il y a des joueurs qui partent et d'autres qui sont arrivés sur la pointe des pieds, commencent
à devenir des joueurs cadres. Et c'est là aussi qu'on voit la qualité d'un sélectionneur. Ouais, puis d'avoir pris un Bixel à 18 ans. Alors ok, il est sorti parce qu'il est blessé, mais c'est vachement intelligent parce que Bixel, ils l'ont récompensé. Il a fait un super mondial. C'était le meilleur joueur suisse en mondial. C'est ce qui se fait un peu dans chaque équipe maintenant. Il y a toujours le petit jeune qui perce. Dans le temps, nous on le faisait pas. Dans le temps, on le faisait pas. Maintenant, tout le monde le fait. Ouais. C'est vrai que c'est pas le temps des cadeaux non plus pour le sélectionneur. Et la preuve, et la petite erreur d'appréciation de la part de Christian Ponty, vous étiez certain qu'il allait prendre Haim. Vous aviez vu sur Planet Hockey un peu le challenge, si on veut. Il l'a pas pris. Et donc, il n'était pas là pour faire la promotion de André Haim. Je suis d'accord. Mais en fait, c'est surtout que je me suis dit que lui, il a tellement envie d'aller jouer en NHL que c'est clair qu'il aurait été très motivé, puis qu'il a un gros potentiel. Après, le problème de Heinz, cette saison, il a été très bon et tout d'un coup, il a eu des gros trous. Ouais. Mais quand il était très bon, il jouait avec Formenton, il était incroyable. Non, puis surtout, Haim, son profil, il a des joueurs en concurrence qui ont plusieurs championnats du monde et qui sont encore dans la fleur de l'âge. Donc c'est pour ça qu'il n'a pas été pris. Certains qui vont débarquer de NHL, peut-être. Bien sûr, mais ça devient moins. Enfin voilà, chaque victoire de New Jersey éloigne ces joueurs du championnat du monde. On va en parler après. Pour parler un peu des joueurs NHL, Yosi, on sait que pour l'instant ça bloque. Fiala et Malgin devraient arriver. Je pense qu'ils vont l'annoncer mercredi, je crois. Je crois que les deux ils viennent. Bien sûr. Normalement ils viennent. Ensuite, si d'un coup New Jersey commence à perdre beaucoup et puis à se faire éliminer, là il y a 2-1 dans la série. C'est possible, mais si Genthaler, Ischier, ça serait intéressant. Je pense qu'il va pas changer son trio de gardiens. Il est parti avec ce trio-là. Il n'y a pas de raison puisque Akira Schmidt ne viendrait pas comme numéro 1. Donc du coup, ça sert à rien de le faire venir. Ensuite, Timo Meyer, les assurances sont beaucoup trop chères pour la fédération, donc lui, il ne viendra pas. Donc voilà, ça reste, si tu arrives à faire Fiala, Malgin et puis d'un coup un ou deux de New Jersey, tu as quand même une sacrée belle équipe pour les championnats du monde. Ouais, c'est vrai. D'ailleurs, on en reparlera encore parce que j'ai une question d'auditeur. On aura des questions d'éditeurs tout à l'heure et on reviendra notamment sur Siegenthaler. Messieurs, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je voulais juste parler quand même de la qualité du championnat suisse. On parlera après des casques d'or et casques plomb, mais juste faire un petit. Je me suis amusé à faire un récapitulatif. Mais des nations en fait. Si on regarde l'Autriche, qui est des joueurs qui jouent dans le championnat suisse, Renbarer qui joue à Cloton, Wolf qui joue à Lugano, Zendel qui joue à Ambry, Ackermann à Chaux-de-Fonds. Ils ont pris Ackermann, Zweger à Ambry, pardon, et l'entraîneur c'est le Suisse Roger Bader depuis plusieurs saisons. Dans l'équipe de France, il y a Tim Boson, Kevin Boson, Texier avec Zurich, Guébet et Thierry. Guébet, Zurich et Thierry Ajoie. En Finlande, Lettonen, Artikainen, Lamiko, Pessonen, Salinen et Suomela, le nouveau à Lausanne. Les Slovaques, ils ont Gernat Panik, c'est Laric qui jouait cette année dans le championnat suisse. En Suède, Tom Ernest, Sorensen, Lindberg, Rasmussen, Delarose. En Tchéquie, Roubec, Jordan, Cervenka, Šlapík, Spacek. Donc vous voyez un petit peu quand même et c'est des joueurs qui sont dans leur sélection des joueurs majeurs. Donc ça veut dire que vraiment on a le top mondial au niveau du championnat suisse, au niveau des étrangers. Le gros absent de l'Autriche, c'est Hofer. Ouais, mais alors moi ce que j'ai essayé de chercher mais récupère Marco Rossi. Ouais, j'ai bien c'est qu'ils aient les deux. J'ai essayé de chercher un petit peu et est-ce qu'il est fatigué et peut-être que c'est une histoire de profil et d'intensité, au niveau physique. Parce que non mais par rapport aux joueurs qu'il a à disposition, ces plus gros joueurs qui jouent sur les deux premiers blocs, est-ce que lui au niveau international donc, mais j'ai rien trouvé justement sur l'absence de Hofer, il n'y a pas eu de communication là-dessus. En tout cas, les Autrichiens avec leur fameux Reinbacher aussi, ils vont être juste incroyables. Ouais, mais c'est cool en plus. C'est cool que lui joue. On va le voir. Moi, je me réjouis de le voir au championnat du monde. Bon, on peut partir sur les casques d'or. Allez, on y va. Casque d'or. Christian, il va commencer. C'est la primeur parce qu'après, il dit que non, mais j'imagine que de toute façon, mes casques d'or, ils seront pas comme les tiens parce que j'ai fait plus NHL. À moins que tu sois aussi, mais. Non. Alors, moi, mon casque d'or, il vient à Monsieur Lindy Ruff. 63 ans et papa de ses joueurs. Alors, je m'explique. Donc, il faut quand même savoir que le gars, il a fait une saison. Il a fait 43 points de plus que la saison passée avec une équipe qui est la plus jeune de NHL. Ouais, ça c'est. Et puis surtout, alors, je veux dire, comme il fait confiance aux jeunes, moi je trouve ça juste magnifique. Alors, faut savoir qu'il est
Il est nominé pour le trophée Jack Adams, c'est-à-dire le meilleur entraîneur de l'année. NHL. Ouais, ils sont 3, ouais. Voilà. Et donc avec Jim Montgomery, Boston qui a fait 135 points, mais qui sont pas en playoff, Incroyable. avec une équipe d'anciens. Et avec Dave Axtell, qui est en Qui est fait pas facile. voilà, mais qui a qualifié le Kraken et qui continue son parcours. Ils disent que c'est l'équipe Cendrillon, c'est vrai. Mais moi, ce que j'aime bien, je voulais quand même le dire parce que hier soir j'ai regardé le match. Ce que je trouve incroyable, c'est que Lindy Ruff, il a 63 ans et il est jeune. Et il a une vision du hockey moderne. Et par exemple, hier, il y avait le frère de Jack Hughes qui était sur la glace. Ce qu'il faut savoir, c'est que le frère de Jack... Enfin, après, je vous parlais des frangins Hughes parce qu'ils sont incroyables. Mais juste pour dire, hier, il y avait le frère Hughes qui avait joué 3 matchs en NHL de l'année avant. Parce qu'avant, il a fait une saison universitaire. Et il l'a mis en play-off direct. Hier, il fait 2 spinoramas à la ligne bleue, dont une fois, il se fait piquer le puck, breakaway, penalty, goal. Il continue de le mettre et il gagne. Il joue l'offensive, il donne une chance à ces jeunes joueurs de faire des erreurs. Donc je veux dire, pour un gars de 63 ans, c'est remarquable parce que franchement, c'est assez rare. C'est pour ça que je dis c'est un peu un papa. Et je regardais sur le body language pendant le match, il a du anti-Tourmainen. Non, il est toujours serein. On dirait vraiment qu'il est un peu moins souriant quand même. Ouais, mais il est subtil. Il a des rictus. Ce que je veux dire, c'est qu'on voit qu'il a une certaine affection pour ces gars et il leur donne la chance de jouer et de faire des erreurs. En NHL, en playoff, je crois que c'est pas arrivé souvent. Ah, et puis il a fait un truc assez sympa, on est un petit peu concerné, mais il a osé mettre les frères Hughes ensemble avec Nico Hischier. Exactement. Avec Nico Hischier. Et ça, c'est vrai qu'il fallait le faire, quand même, il fallait oser le faire. Mais ce que je veux simplement dire, surtout dans un match décisif. Hein. Mais sachez quand même une chose, c'est que Lindy Ruff, c'était un brillant joueur de NHL, un défenseur qui a joué avec sauf erreur, je sais plus. Bref, c'est un défenseur rugueux. Il frappait beaucoup, il était très pénalisé. Un défenseur de NHL, quoi. Ouais, non, mais à l'ancienne. Bah oui. Mais donc, il coach d'une façon moderne. Et je vous expliquerai pourquoi je dis ça après. Donc voilà, c'est mon casque d'or. Laurent. Casque d'or, moi je l'ai mis à la National League. Et à son niveau de jeu, son record de spectateurs, j'ai lu un petit peu ça parce que j'ai lu certaines choses sur Twitter, alors je voulais quand même corriger un petit peu certains personnages. Donc son record de spectateurs, 3 millions de billets vendus cette saison avec 94% de billets vendus en play-off. Aux téléspectateurs, avec 25 millions de contacts, 10 millions de téléspectateurs réguliers, qui tient en compte la durée d'utilisation. Ça, vous savez comment ça marche, hein, plus que moi. Si on rajoute la pénétration numérique, réseaux sociaux, sites internet qui ne sont pas établis, les chiffres sont excellents. Je vous donne un exemple pour l'Acte Sec, parce que j'ai demandé les chiffres. L'aimant bleu a fait plus de 21% de part de marché en direct, mais surtout, ce qui n'est pas comptabilisé, c'est que sur son site internet, 47 000 téléspectateurs et 6 000 connexions sur les réseaux sociaux. Donc c'est vraiment la nouvelle télévision, hein. C'est-à-dire que nous, par exemple, en radio avec le podcast aussi, il y a beaucoup de gens qui nous écoutent en voiture, etc., sur leur téléphone. Donc c'est une chose à prendre en compte. Et j'ai beaucoup aimé le commentaire du CEO de la National League, Denis Vaucher. Voilà ce qu'il dit. Ce fut une première saison avec les nouveaux partenaires de télévision gratuite. Grâce au contenu très attractif de la National League, les nouveaux partenaires ont pu dépasser leur propre record. Des chiffres très robustes ont déjà été atteints et cela s'ajoute avec les possibilités de diffusion considérablement élargies dans le domaine numérique. Donc ça, c'est vraiment des gros efforts à faire là-dessus. C'est formidable et cela donne envie d'atteindre la saison prochaine avec impatience. Le lancement est définitivement réussi. Oui. Donc vraiment, moi j'attendais ces chiffres avec impatience et puis surtout, moi je suis vraiment impressionné par la culture finalement du pays par rapport à l'engouement, aussi bien au niveau des spectateurs que des téléspectateurs. Donc c'est un bon produit et la National League avec ses 6 étrangers finalement a réussi sa saison. Bon, certains vous diront, peut-être pas totalement de manière fausse, que ce sont surtout les playoffs qui ont un effet qui dope un peu les audiences. La saison régulière, c'est plus compliqué. Mais enfin, ce que vous avez dit là, c'est très important à l'heure où, semble-t-il, on a des bruits qui nous sont parvenus à nos oreilles et il n'y aurait plus de rubrique régulière de hockey sur glace sur les écrans du service public en Suisse romande dès la saison prochaine. Mais c'est un bruit. Alors, à vérifier. Okay. Enfin, de mon côté, je l'ai vérifié. Il semblerait que ce soit vrai. Mais enfin, paraît-il, il ne faut pas trop le dire. Mais c'est déjà arrivé. Il y a eu des dimanches sport sans hockey. Ah oui, oui. Ça faisait vraiment bizarre, j'avoue. Mais c'était une rubrique régulière. Maintenant, il semblerait qu'elle s'envole. Encore une fois, il semblerait. Casque d'or de mon côté, je vais faire un peu d'autopromo par rapport à planethockey.com. Déjà, vous verrez du changement d'ici le début du championnat du monde. On y travaille. On a toujours un tout petit peu de retard, mais on y travaille et je peux
c'est sympa ce qu'on est en train de faire, mais surtout promotion et casque d'or à Gaëtan Jobin. Il y a eu une interview simple qu'on a faite avec lui, Gaëtan Jobin qui est sans contrat, il était à Fribourg-Gotteron, il est sans contrat, il a joué la saison passée à Winterthur et à Sierre, mais ce que j'ai apprécié chez Gaëtan Jobin, c'est le fait qu'il ne se cache pas et il assume totalement sa situation, où aujourd'hui il ne fait pas la pleureuse justement qui pourrait dire je suis la victime. Oui, bien sûr il le dit, mais il ne le fait pas sous une forme de pleureuse, tous ces étrangers, ces vilains étrangers qui débarquent, qui il est réaliste et il ne cherche pas d'excuses. Il est dans cette fameuse zone grise entre la National League et la Swiss League, et il le dit finalement, oui, on m'a laissé ma chance et j'ai pas réussi à la prendre. Et moi je trouve que ça c'est le genre de discours qu'on entend finalement assez rarement, parce qu'on se cherche souvent des excuses aussi dans le milieu du hockey sur glace, même si ce sont des durs, et j'avais apprécié simplement cette remarque de Gaëtan Jobin. C'est dans le vestiaire du Canadien de Montréal où c'est marqué no excuse, je crois, dans pas mal de vestiaires. Dans pas mal de vestiaires, en NHL. Il y en a qui savent pas lire. No gain, no pain. Voilà, exactement. Les grands classiques. Voilà. Donc ça c'était mon casque d'or, casque de plomb. J'enchaîne. Ouais. Allez-y. J'enchaîne. C'est juste j'ai remarqué, d'ailleurs, les résultats figurent sur le site ce week-end. J'ai remarqué que l'équipe de Russie U25 avait joué contre le Kazakhstan. Il y a quelque chose qui me gêne là. Ouais, j'étais choqué aussi quand j'ai regardé les résultats au niveau international. J'ai vu ça. Ouais. Alors, c'est bizarre. C'est bizarre parce que le Kazakhstan en plus va participer au prochain mondial. Mais je croyais que la Russie était totalement isolée. Il faut savoir ce qu'on veut maintenant. Soit on isole les Russes, soit on les isole pas. Mais là, la Russie a joué contre la Biélorussie. Ça, on peut comprendre. Bien sûr. Bon, ça ne reste que des U25, mais enfin, ça veut dire que c'est quand même une équipe de calibre. Mais contre le Kazakhstan, je comprends pas. Donc, casque de plomb aux instances. Il faudra qu'elle m'explique pourquoi c'était possible. D'ailleurs, je voudrais rebondir, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a l'ancien propriétaire du Red Ice, André Najeskin, qui a été élu au Grand Conseil à Fribourg et qui a un rapport direct avec la Biélorussie, justement. Donc ça fait des méga scandales en ce moment. Donc là, voilà, il faut que... là, c'est de la politique, évidemment, mais voilà, si on décide quelque chose, moi, j'étais très choqué de voir qu'ils ont plus le droit aux compétitions internationales, et d'un coup, il y a un match amical U25 contre le Kazakhstan. Donc c'est pour ça que là, j'ai un petit peu de mal avec les HF et la prise de position. Voilà. Donc ça, c'était mon casque de plomb. On continue ? Question ? Alors moi, mon casque de plomb, il vient en opposition à mon casque d'or. C'est à Daryl Sutter, l'entraîneur de Calgary, et donc qui a été limogé. Lui, tu l'aimes pas. Non, mais c'est pas. Non, j'ai des raisons de pas l'aimer. Parce qu'il s'appelle Sutter. Non. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que la dynastie des frangins Sutter, ils ont toujours à NHL, ils sont 5, c'est incroyable. Par contre, c'est vraiment du hockey à l'ancienne. Et en fait, il a été congédié, mais parce que surtout, il a fait un peu du chenille. Et maintenant, les langues se délient. Et puis justement, je sais pas si vous savez, il y a la fameuse saga de Jacob Pelletier. C'est le fameux joueur québécois qui a pu jouer parce que c'était un espoir. Mais il y a un journaliste qui a posé une question en conférence de presse. Il a demandé ce qu'il pensait de la prestation de Jacob Pelletier. Il a répondu c'était quel numéro. On en avait parlé. Voilà. Délicatesse dans la réponse. Alors c'est juste pour dire aussi que c'est vraiment un coach à l'ancienne. Donc les langues, comme j'ai dit, se délient. Donc le gars, ce qu'il a quand même fait cette année, quand ils ont perdu un match, il a privé les joueurs de manger dans l'avion pour rentrer. Non, mais je veux dire, et c'est juste pour dire qu'il avait une belle équipe avec un beau potentiel. Et voilà, c'est un entraîneur qui vieillit mal et qui est aigri, et pourtant qui avait une belle équipe. Et il s'est tiré une balle dans le pied. Et je pense que c'est normal qu'il ait été congédié. Mais ce que je voulais juste dire, c'est que il faut évoluer avec son temps, et c'est pour ça que j'ai mis en avant Lindy Ruff, qui a une année de différence, donc le même âge, et qui, avec une vision positive du hockey moderne, il fait quelque chose de bien versus un gars aigri, quoi. Voilà. Je voudrais juste rajouter, c'est vrai que dans l'évolution, je ne sais pas si vous avez vu en Ontario ce qui s'est passé aussi, il y a eu des bizutages, en fait, c'est un peu informel, mais du coup, moi, c'est surtout sur les sanctions. 2 ans pour le directeur général de sanctions et les joueurs incriminés qu'on fait des choses qu'on ne doit pas faire dans un vestiaire avec des jeunes. Suspension à vie dans la Ligue de l'Ontario. Donc avec ce qui s'est passé avec le Team Canada chez les plus jeunes et tout, là il y a vraiment une prise de conscience, et puis c'est bien, ça va dans le bon sens. C'est un peu le reflet de la vie actuelle, il n'y a pas que dans le monde du sport. Non, bien sûr. On parlait de bizutage, moi je me souviens du mien lorsque je me suis retrouvé pour la première fois de ma vie dans un grand dortoir, dans un internat. Je peux vous dire que je ne suis pas prêt d'oublier le bizutage. Non mais bien sûr, mais évidemment, mais ça je supporte pas ça, évidemment. On change d'époque, et il faut vraiment le sanctionner parce que ça doit plus arriver.
Bon, alors votre casque de plomb. Mon casque de plomb, Alini Somark, malgré un contrat valable d'une Voilà. saison avec Autre question que, avec le Genève Servette, il annonce lors d'une interview avec une radio locale que Luleå est son équipe de cœur. Alors espérons qu'il en sera ainsi. Le directeur général de Luleå, Uffe Eggman, répond: Luleå a une place pour Linus dans la construction de l'équipe. Nous n'avons pas assez d'argent pour racheter son contrat aussi important que le sien. S'il veut rentrer chez lui, il faut que cela se règle avec Genève. Quant à Mark Gauchi, donc aussi interrogé par un journal tessinois, confirme qu'il n'a rien entendu de la part du joueur. Donc déjà, là, moi, ça me pose un problème parce que tu donnes une interview à une radio locale où tu parles de départ et tu n'en parles pas au directeur sportif. Déjà libéré la précédente saison avec un contrat valable, Linus veut de nouveau repartir. Genève doit bien négocier son bon de sortie pour pouvoir avoir une enveloppe encore plus fournie pour recruter, selon moi, un top player. Et surtout ne rien céder au niveau du contrat. C'est-à-dire qu'ok, maintenant tu peux pas le retenir. En plus on connaît le personnage. S'il a pas envie de jouer à Genève, ça va être la gabegie. Au lieu d'avoir un attel dans le short, il en aura deux. Non mais voilà, mais par contre, là tu dois passer au porte-monnaie là. Tu dois sortir ton porte-monnaie. Et puis du coup tu peux aller chercher un top player parce qu'il y en a pas mal sur le marché. Ouais. Et puis que Genève ne soit pas perdant, surtout qu'ils viennent d'être champions. Et puis ils n'ont pas de concession à faire. Alors là vous nous avez donné votre avis. Ça va bien, ça fait le lien avec les questions des auditeurs, puisque justement j'ai Marlène de Genève qui nous demandait que penser de l'attitude de Linus Somark. Ben voilà, vous avez déjà vous apporté votre réponse, Laurent. À vous, Christian. Mais vous savez, Noah Rod avait dit un truc, c'est Linus. C'est un artiste, mais voilà, le problème c'est que dans plein d'équipes où il est passé, il a eu des problèmes. À Zouk c'était pareil. Je rappelle quand même un truc pour ceux qui ne le savent pas. Linus Somark, il a joué à Edmonton. Et vous savez comment il s'est fait bencher par son entraîneur ? Et il a tiré un penalty et il a fait un spinorama avant de shooter. C'était un joueur, un entraîneur à l'ancien. Il a dit mais c'est donc il fait une figure de patinage artistique. Alors c'est un gars, il est hors norme, mais le problème c'est qu'il veut faire ce qu'il veut, alors que je pense que il y a un moment. Il y a aussi une question de correction et de respect. Mais parce que Genève a déjà été sympa avec eux. On laisse en repartir une année. Je dis pas autre chose. C'est la deuxième fois qu'il fait le coup. Tu peux être hors norme. Tu peux être hors norme. Mais tu dois être respectueux. Et là, tu viens d'être champion. Ils t'ont laissé partir une année. Il n'y a pas beaucoup de clubs qui l'auraient fait. Ils le font. Mark Gauchi, il a été extraordinaire sur la gestion de ce dossier-là, puisqu'il est revenu et justement, il fait partie des gars qui ont amené le titre à Genève. Il a fait du Mark Gauchi. C'est exceptionnel. Mais là, tu peux pas. Tu dois aller voir Mark Gauchi. Écoute, je veux rentrer. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Trouver une solution. Ça sort pas dans les médias. Dès qu'il y a mon remplaçant, on l'annonce à ce moment-là. Je mets la main au porte-monnaie et puis tout le monde est content. Mais là, de faire comme ça, ça peut amener une situation conflictuelle et le perdant, ça sera pas Genève, parce que Genève, ils sont champions là. Ils sont champions et ils ont un rapport de force qui est plutôt de leur côté. Donc là, moi, je trouve qu'il est pas très 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 malin sur cette histoire-là. Ouais. C'est vrai. On continue avec les questions. Ouais, allez-y. Tout à l'heure, je vous parlais de Siegenthaler. Donc, c'est Kiko, de Genève aussi. Vous ne parlez jamais de Siegenthaler. Alors, c'est pas tout à fait vrai, on en parle de temps en temps, mais par contre, c'est vrai qu'on ne prend pas le temps de parler de Jonas Siegenthaler, qui est actuellement le défenseur le plus utilisé des Devils de New Jersey. Avec Doug Hamilton. Ouais, mais c'est vrai que le match de cette nuit, c'était Hamilton, mais les deux matchs précédents, c'était Jonas. C'est vrai que c'est devenu un calibre, quoi. C'est un calibre et c'est surtout un mec qui progresse chaque année. Vous vous rappelez au début, ses débuts en équipe suisse, comme c'était compliqué ? Il avait des trous d'air, des fois des moments où il faisait des grosses erreurs individuelles, et là il est devenu très très solide et il a un cursus aussi, il a forcé un peu les choses, parce que c'était pas forcément dans sa génération le joueur le plus talentueux, mais lui pour moi il a un mental hors norme. Et c'est grâce à sa qualité mentale et surtout sa persuasion de vouloir réussir absolument qu'il l'a amené à ce niveau-là. Et Siegenthaler est un joueur exceptionnel au niveau international aujourd'hui. Mais ce qu'il faut préciser, c'est que Siegenthaler, c'était un gars qui avait un énorme gabarit. Il a joué à 17 ans en Ligue à Zurich. Sauf que moi je me rappelle très bien de certains experts qui disaient oui, mais le problème c'est qu'il est limité parce qu'il a un skate moyen, machin, blabla. Et en fait, déjà, la première chose, je pense qu'il ne faut pas oublier qu'il est assez rapidement parti en NHL. Et rapidement, il a eu du temps de jeu. Il a beaucoup progressé déjà à Washington. Mais surtout, c'est un gars, il ne faut pas l'oublier,
les autres, et quand tu le mets qu'un défenseur offensif, ils aiment jouer avec lui. Parce que c'est un gars qui aime son rôle. Tu vois, Hamilton, c'est un quatrième attaquant. Il est au service de l'équipe. Ouais, c'est ça, il est tout le temps au service de l'équipe. Il a une super mentalité. Moi, tu vois, toutes les interviews, il est tout le temps souriant. Donc, je pense que le gars, il est à la bonne place au bon moment parce qu'il a un entraîneur qui lui fait confiance aussi, il ne faut pas l'oublier. Mais surtout, il utilise bien son corps, il est malin parce qu'il n'est pas super rapide. Par contre, il anticipe beaucoup. Il fait jamais de. C'est pas un gars. C'est peut-être pour ça qu'on en parle pas beaucoup. C'est pas un gars qui a un jeu chancelant. Hein. Par contre, il fait peu d'erreurs et surtout, il joue physique sans prendre beaucoup de pénalités. Et ça Et moi, je vais même plus loin. Je pense que si on veut être champion du monde un jour, il faut un gars comme lui. Il faut Moser, Siegenthaler et Josi. C'est ta colonne vertébrale défensive avec des gardiens en pleine possession de leurs moyens parce que devant, on a beaucoup de qualité. Mais si tu as ces trois-là avec des temps de jeu entre 20 et 30 minutes, là, tu peux voir venir. Et j'espère que, pas pour les Devils, mais j'espère pour l'équipe de Suisse que Siegenthaler rejoigne l'équipe de Suisse. Et puis, autre bonne nouvelle, vous le savez maintenant, Siegenthaler s'est enfin serré une jugulaire. Vous avez vu ce qui s'est passé. C'était quand même un peu bête. Hein. Dès le moment où vous perdez votre case, vous ne pouvez plus jouer. Et puis en gros, on a marqué un but sous son nez. Quoi. Il ne pouvait rien faire. Arrêter de jouer. C'est une bonne leçon. Je peux pas répondre parce que d'accord. C'est la mode. On en prend une de chez vous. J'en ai encore 3 ou 4. Non, moi j'ai pas de questions. Bon, alors on continue. Ouais, on continue. Alors allons-y. J'en ai encore 4 on verra si on a le temps. Il nous reste 10 minutes. Je vous rappelle. On a le temps. Je vous rappelle que nous sommes à Nyon. Nous sommes au Bike and Coffee. Parlez encore un peu de NHL, des matchs. Oui, on va aussi parler de NHL. Donc je vous rappelle que nous sommes au tête de course. Le Bike and Coffee de l'avenue Violier à Nyon, comme chaque semaine. C'est le premier bloc, l'after, qu'écoute régulièrement Cédric, qui nous écrit du Valais. Alors, qu'est-ce qu'il est ? Ah oui, on n'entend rien de Martini. Faut-il s'inquiéter ? Ah, au niveau des transferts ? Ouais. Non, il ne faut pas s'inquiéter, mais moi, ce que je sais en interne, c'est que ils ont annoncé enfin aujourd'hui officiellement l'arrivée à René Femme de l'entraîneur, mais qu'il y a certains joueurs majeurs qui n'ont pas été rencontrés encore et qu'il y a certains joueurs majeurs qu'on a rencontrés et qu'on n'a pas renouvelés. Ensuite, je crois que le problème, c'est que quand tu t'associes avec des gens, vous vous rappelez, quand j'étais à Martigny, il y a un investisseur russe qui est arrivé et d'un coup, j'avais des joueurs russes qui arrivaient toutes les 2 minutes là sur la glace. Celui qui a été élu à Fribourg. Voilà, celui qui a été élu à Fribourg. Mais par exemple, j'ai un souvenir où j'avais été chercher un russe à l'aéroport. Premier entraînement, j'ai cru qu'il allait me faire une attaque sur la glace. Et l'ancien entraîneur, là, c'était son fils, je sais plus, il avait entraîné en Suisse. Là. Enfin, bref, donc la problématique. Non, c'était l'ancien de Langnau. Je sais plus comment il s'appelait. Je sais plus comment il s'appelait, mais en tout cas, la problématique, c'est que en fait, ils vont d'abord regarder qu'est-ce qui est possible de faire avec. Donc, c'est des investisseurs suédois. Donc c'est un entraîneur suédois qui arrive et ensuite après il y aura les joueurs suisses, mais le marché il n'est pas exponentiel, donc il faut commencer à accélérer les choses, mais c'est vrai qu'il n'y a aucune arrivée pour l'instant et puis aucune reconduction de contrat annoncée. Allez, encore 2 questions. Jérémy de Fribourg, et c'est logique. Valmark n'a pas été terrible pendant les playoffs avec les TTSC. Est-il le vrai remplaçant de David Dernay ? Alors moi je vais vous répondre. Il n'a pas été terrible parce que c'est un mec qui a son caractère et ça passait pas du tout avec Crawford. Ouais, ça allait bien avant avec l'autre entraîneur. Pas du tout, mais pas du tout. Moi je pense qu'il a un potentiel. Si vous regardez un petit peu la légion étrangère de Fribourg, avec Sorensen. Donc c'est Gunderson, Borgman derrière, c'est beaucoup plus fort de ce qu'ils avaient cette année. Et devant c'est Sorensen de la Rose, Wallmark, Di Domenico. C'est vraiment très fort. Hein. Si les gars ils s'entendent et qu'on arrive à trouver un amalgame avec les joueurs suisses et que Berra est en pleine possession de ses moyens et que du coup on part sur une nouvelle saison. C'est à le niveau de Genève cette année. Au niveau des étrangers, je trouve. Ouais. Je trouve que c'est beaucoup plus fort. Borgman, vous verrez. Hein. Vous verrez. Donc Wallmark dans son meilleur niveau et s'il s'entend bien avec Dubé et avec le staff,
c'est un joueur très très important. Mais il détestait, il pouvait pas se voir les deux là. Donc ça a pas matché. Et d'ailleurs, il avait un contrat encore valable, ils l'ont libéré. Donc ça parle. Avec Crawford, ça passait pas du tout. Mais non, vraiment. Il s'en est pas caché d'ailleurs. Il l'a dit ouvertement. Il y a beaucoup de clubs qui étaient dessus quand ils ont su que ça n'allait pas. Et là, ils ont fait une grosse acquisition du côté de Fribourg. Ouais, en entendant Christian Dubé, il a même été très surpris de voir Wallmark sur le marché. Il ne pouvait pas ne pas le contacter, évidemment. Évidemment. Mais et puis, surtout après, vous savez comment ça se passe. Mais ils sont parlé. Il y a des copains là. Et de la Rose notamment. Ouais, bien sûr, évidemment. Ils se sont parlé. Ouais. Bien, dernière question de Yvan de Latour. Je ne sais pas quel tour, mais enfin de Latour. Ah oui, c'est lié à la préparation. Est-ce que vélo et piscine, c'est bon pour la préparation, d'allier les deux? Ça me semble un petit peu la dichotomie là. Non mais alors, ce qui était très étonnant, lorsqu'il y avait les équipes de KHL qui venaient, eux ils sont en préparation physique, c'est... Après, je sais pas ce qu'ils prennent en plus, mais non, mais c'était hallucinant. Ils s'entraînaient 2 fois par jour. Ils allaient faire du vélo l'après-midi, et le soir ils faisaient de la natation. Donc, mais c'est vrai que aujourd'hui, ce qui a changé dans la préparation physique, par exemple, c'est qu'une fois par semaine, vous devez faire 1 heure, soit de course à pied, soit de vélo, mais à 60-70% de votre VO2 max, de votre puissance maximale, pour récupérer aussi, pour améliorer la VO2 max. C'est ça qui est paradoxal. Et là, c'est les grands athlètes à titre individuel qui font ça. Et après, faut faire attention, surtout au niveau du hockey, c'est de ne pas avoir disbalance, c'est-à-dire trop faire le haut et pas le bas, et inversement, parce que vous avez souvent des problèmes après au niveau des tendons. Et surtout varier. Et ce qui a changé dans la préparation physique par rapport à notre époque, nous on faisait les escaliers et puis encore et pied joint. encore 2 pieds, 1 pied en marche arrière, enfin bref, c'est que maintenant quand tu fais des choses, on t'explique ce qui va t'améliorer les choses sur la glace. Et ça, c'est pas la même chose. Si tu te dis tu fais ça tous les jours et que tu t'améliores ça de 20%, ton shoot il va s'améliorer de 30%, bah tu le fais. Donc c'est là-dessus où ça a beaucoup évolué, mais je reviens à la natation. Moi je pense que c'est important d'en faire un petit peu pour récupérer, pour le corps déjà. Et en fait tu travailles tous les muscles et finalement c'est assez relaxant. Il y a, maintenant dans la préparation et puis dans la saison, il y a beaucoup de yoga par exemple. Il y a beaucoup de yoga, donc ça a beaucoup évolué. Et c'est là-dessus où souvent je vous dis j'aurais aimé être un joueur aujourd'hui, c'est tout ce qui est à côté. Donc la prépa physique, les skills coach, la technique individuelle. Et les joueurs ont beaucoup de chance. Ne pas oublier l'aspect essentiel, c'est que dans les moments décisifs, c'est ta tête. Et là-dessus, on travaille pas assez sur le mental et muscler un peu le cerveau. Ouais. Voilà. Juste pour prolonger ce qu'il a dit, déjà ce qu'il faut savoir, c'est que le vélo et la natation pour les articulations, c'est très bon. Parce qu'ils ont soit des problèmes de genoux, d'articulation, les hockeyeurs. Donc tu travailles aussi du cardio en ménageant tes articulations. Et puis après, ce qu'il dit typiquement avec le yoga, un gars comme Yanis Moser, il fait tous les jours du yoga. Et il est souple, mais incroyablement souple. J'ai vu, alors qu'à l'époque, nous, les hockeyeurs, on n'était pas souples. Et ça évite les blessures. C'est ça. En fait, si je comprends bien la question, à la base, c'était plutôt est-ce que ça peut remplacer la salle de force à laquelle on n'a pas forcément accès? Non, il y a un foncier de force que tu fais de toute façon. Il y a un foncier de force, mais c'est un bon compromis en fait. C'est un bon compromis sur le fait que lorsque tu fais beaucoup de force aussi, il faut détendre ton corps. Moi, j'ai par exemple des problèmes de genoux. Enfin, j'ai un ligament, je me suis pas fait opérer. Je fais que du vélo. Parce que tous les sports d'appui, ça me fait mal aux genoux et puis ça sert à rien. Donc ceux qui ont des fragilités aujourd'hui au niveau des genoux, c'est pour ça que on parle d'individus. Ce qui est fou, ce qui a changé par rapport à notre époque, c'est qu'on faisait la même chose les 25 joueurs. Et là, c'est une individualisation selon en fonction des personnages, du profil, ta prise de masse. Est-ce que tu vas travailler en force plus avec un tel joueur ou tel joueur? C'est vraiment très intéressant au niveau. Et c'est pour ça que le préparateur physique, quand tu es head coach et que tu choisis ton staff, ne te trompe pas, parce que ça peut changer complètement tes résultats. En tout cas, voilà, ça c'est le message que l'on lance également aux hockeyeurs amateurs. C'est un peu comme dans n'importe quel sport. Il faut prendre aussi, comme les professionnels, il y aura un peu le temps de se préparer. Je vous donne un exemple parmi d'autres. On en parle beaucoup à Fribourg, évidemment, c'est la Cosmore à Fribourg. Premier week-end d'octobre, les premiers groupes d'entraînement ont débuté cette semaine. Ça laisse quand même quelques mois, il était pour se préparer, mais enfin, on ne se prépare pas en 3 semaines, quoi, c'est ça. Et donc, pour tous les hockeyeurs, quel que soit le niveau, il faut gentiment maintenant commencer à faire un fond physique. Tu mets un foncier, les joueurs de NHL, ils font des fois jusqu'à 7 kilos de moins en début de play-off par rapport au début de saison, parce qu'ils fondent. Ils n'ont plus le temps de faire. Et leur foncier, c'est aussi ce qui donne leur robustesse et qui leur évite des blessures aussi. Ça doit être pour ça que j'ai jamais été un joueur de NHL. Bien, puisqu'on parle de NHL, allons-y. Christian. Ouais, alors NHL, nous évidemment, déjà on va juste faire le point des séries, ok.
Donc, je vais commencer par Seattle-Dallas, 2-1 pour Seattle qui continue son conte de fées. Donc, il faut quand même savoir que l'année passée, ils ont fini 30e. Et ils continuent. Donc là, ils étaient à 8 points de différence de Dallas en arrière. Donc déjà, ils ont fait une bonne saison, faut le dire. Ils sont allés gagner une fois en overtime et ils gagnent maintenant 2-1 dans leur série. Et franchement, ils continuent de bien jouer versus une équipe de Dallas qui est censée avoir plus d'expérience. Pour l'instant, l'euphorie continue là-bas. On verra ce que ça donne aussi avec un entraîneur justement qui est pour le Jack Adams. Ensuite, la Caroline versus New Jersey. Alors, ce qui est incroyable, c'est qu'on a eu exactement le même match qu'en Caroline. Ça veut dire ils ont écrasé les 2 premiers matchs Caroline, mais hier soir c'était l'inverse et 8-4 en play-off. 8-4, 12 goals. C'était open bar. Ouais, oui et non. Vu mais du non, coach, moi, oui. Vu du coach, oui, oui. bien sûr. Mais en même 8. temps, mais le problème aussi, 4 au premier tiers, je crois. Vous avez vu le potentiel offensif. C'est juste incroyable. Et en fait, c'est aussi pour ça que sur le principe, on a discuté de ça avec Laurent. Je pense que sur la durée, New Jersey peut pas gagner les playoffs. Enfin, la Stanley parce qu'ils sont trop légers, parce qu'au bout d'un moment ils vont tomber sur des équipes physiques et ça va se compliquer. Mais pour l'instant, en tout cas, ils vont tellement vite. Alors du coup, c'est 2-1 dans la série, mais il faut dire une chose, Caroline a gagné largement ses 2 premiers matchs, 5-1, 6-1, et derrière 8-4. Par exemple, hier soir, effectivement, alors ça va être une banalité, on va dire comme ça, mais les gardiens n'ont pas bien paru, même du côté de New Jersey. Mais le problème, c'est que les attaquants. Sauf que Vanacek, maintenant, il part avec l'avantage sur Akira Schmidt. Ouais, mais c'est lui qui sera dans la cage. Alors, je suis pas sûr. Je suis pas sûr parce que Lindy Ruff a prouvé le contraire. Je veux dire, c'est lui. Alors visiblement, il va au feeling et puis pour l'instant son feeling, ça y a plutôt bien réussi. Mais de toute façon, il risque rien parce qu'il faut pas oublier que on a dit il y a 2 ans que quand Piquet, Subban, tous ces gars sont partis, qu'ils étaient en reconstruction. Vous avez vu où ils en sont après 2 ans. C'est juste phénoménal. Donc voilà, moi je trouve que ça va être super. Puis alors juste pour info quand même, j'ai trouvé ça intéressant. 4e bloc centre. Paul Stastny, le gars hyper offensif, il joue sur le 4e bloc. C'est juste pour dire, qu'il est intelligent, qu'il a su s'adapter. Cousin de Matthew et Thomas Stastny. Exact. Ouais. Mais c'est juste pour dire, à la base, Allemagne, c'est un gars qui était hyper offensif, il joue sur le 4e bloc. Ça en dit long sur quand même la profondeur de Carolina. Puis c'est aussi une des séries les plus intéressantes pour une raison 5, c'est que c'est le 2e contre le 3e. Et il y a un point de différence. Et ça se voit sur la glace, on voit des beaux matchs. Alors évidemment, un titre en talk suisse, c'est encore plus sympa. Donc hier soir, enfin, on a vu Timo Meier marquer. D'ailleurs, il a 3 points, il joue avec Hughes, ça aide, mais je dois dire, il commence à être mieux parce que je pense qu'il a quand même une petite commotion et puis il allait où ça fait mal, donc ça c'est une bonne chose. Nico Hischier qui met 2 points aussi, qui est dedans, et puis il faut savoir que tous les gros powerplay, il a mis Hischier avec Meyer. Il met Hughes en pointe, alors incroyable. Donc c'est même pas Hamilton qui est en pointe, c'est Hughes, mais il a une vista terrible. Il est vraiment très fort, 4 points hier soir. Donc voilà, ça va être une série super intéressante. Et puis après, si on a encore un peu de temps, je vous parlerai de la dynastie des frangins Hughes qui sont juste incroyables. 62e minute de jeu déjà. Voilà. Ça sera pour la prochaine. Alors, non, mais c'est vite fait d'ailleurs. Alors ensuite, on a Toronto-Florida. Alors bon, Florida 3-0. Donc là, je vais vous dire, je suis tombé sur un site québécois où à la fin, quand Toronto s'est qualifié, les supporters de Toronto chantaient We want Florida, on veut jouer les Florides. Ils perdent 3-0. mais ils viennent de nulle part. Donc là aussi, il faut quand même savoir que Floride, ils ont fait 92 points versus 111 points. Les favoris, c'était clairement Toronto, mais ils ont un jeu physique qui dérange énormément Toronto. Ça se passe. Et d'ailleurs, Tkachuk, j'ai même entendu des Québécois dire que Tkachuk était actuellement le meilleur joueur du monde. En tout cas, je ne sais pas si c'est le meilleur du monde, mais en tout cas en play-off, il est incroyable. Ouais, aujourd'hui, moi, j'irais plutôt le chercher du côté de Draisaitl. Ouais, voilà. Après, ça dépend. Impressionnant. Mais Draisaitl, c'est de l'offensive pure. Ouais. Mais ce que je veux dire, Tkachuk, c'est McDavid. Mais ce que je veux dire, c'est que Tkachuk, c'est un mélange d'un gars qui est très doué avec un jeu très physique. Donc c'est vraiment un gars qui est vraiment fait pour les playoffs, quoi. C'est un joueur de playoff type. Mais en tout cas, 3-0. 3-0, mais ça tient à pas grand-chose puisque c'était en prolongation. On tient peut-être pas tout à fait le même discours à 2-1. 2-4, 3-2, 3-2. Ouais. Donc, non, mais comme les playoffs en Suisse. Et Vegas-Edmonton, donc là aussi, 1-1 dans la série, ça joue demain. Enfin, cette nuit. Ouais, cette nuit, exactement. Et puis, 6-4, 1-5. Donc Vegas a gagné 6-4 le premier, Edmonton le deuxième 1-5. Ils sont un peu réveillés, mais ça va être toujours le même problème à Edmonton. C'est en dehors de leurs 2 premiers blocs. Et
comment ils vont être capables d'assumer le reste. Mais en tout cas, dans la série, c'est des belles séries au cours et puis qui sont franchement palpitantes à voir. Et moi, j'avoue, parce qu'on en parle souvent avec Laurent, moi, des fois, la NHL, ça m'ennuie. Et parce que c'est vrai que des fois, s'il y a 2 équipes défensives, franchement, la NHL, les 10 premières équipes, les 8 premières, c'est très beau. Autrement, je préfère le championnat suisse. Franchement. Pour la saison régulière. Voilà, exactement. Moi, je dis toujours, si vous voulez aller voir des matchs de la Ligue nationale outre-Atlantique, allez-y en deuxième partie de saison, parce que avant le mois de décembre, il y a de fortes chances que vous en quittiez un petit peu. Voilà. Mais par contre, alors là, il n'y a rien à dire. Franchement, moi, j'ai pu voir le match en entier des New Jersey. C'était juste incroyable. Magnifique à voir. Moi, j'avais quelques brèves, et puis après on y va. La Pologne et la Grande-Bretagne qui montent dans le groupe A, donc mondial. Donc de retour de nouveau. Guillaume Maillard qui rejoint Genève Servette pour les 2 prochaines saisons. C'était bien trahi chez nous. Mais je ne sais pas si vous l'aviez remarqué. On ne pouvait rien dire. Moi je l'ai entendu. À un moment donné, il a dit je me réjouis. On a parlé d'Artikainen. Et il a dit je me réjouis de voir son tatouage. Dans le vestiaire. Il s'était trahi, on ne l'a pas relevé parce qu'on a été correct. Liam Mitchell qui premier contrat pro avec les Stars de Dallas pour une durée de 3 ans. Ça veut dire un joueur sus en plus en NHL. Avec Weber va tenter sa chance une année en Amérique du Nord, peut-être en Floride. Ricard Grönborg. Vous avez vu ce que j'en pense. Oui. Ricard. Non, vous n'êtes pas d'accord? Non, mais moi je pense que je suis content. Ouais, moi aussi. J'espère qu'il il est le gardien numéro 9 pour le moment. Mais j'espère qu'il réussit. Mais on sait jamais. Il n'a pas eu un entraîneur qui a fait confiance. Puis c'est bien, ça va le muscler aussi au niveau mental. Moi je trouve que c'est une bonne chose. Ricard Grönborg signe 3 ans pour les champions d'Europe en titre chez les Finlandais de Tampere. Avec ce qu'il signe là. Il a une telle aura dans les pays nordiques. Non, mais avec Christian Eljenko. Vous savez, c'est mon petit chouchou, gardien, vraiment impressionnant. Et puis dernière chose, je voulais revenir pour finir l'émission. Antti Turmanen ne coachera pas bien pour la saison 23-24. Antti doit combattre la maladie et se consacrer à son traitement et surtout à soi et à sa famille. On lui souhaite vraiment un prompt rétablissement et on est vraiment de tout cœur avec lui. On adore ce mec et on espère qu'il va revenir rapidement, surtout qu'il se soigne et puis qu'après il revienne rapidement sur les patinoires, ce qui va nous manquer. Ouais. Moi j'ai encore deux infos pour compléter ce que tu viens de dire, Laurent. C'est que cette nuit, on va connaître les 16 premiers joueurs du choix de repêchage. Donc Connor Bedard sera sans doute. Il est numéro 1, on le sait déjà. Par contre, il y a eu des surprises. Par contre, il y a les probabilités. Les probabilités au niveau de la loterie. Donc les probabilités que Bedard dans l'ordre, c'est Anaheim, 18.5, Columbus 13.5, Chicago 11.5, San José 9.5, Montréal 8.5 parce qu'ils espèrent tellement qu'il arrive là-bas et Arizona 7.5. C'est juste pour dire que voilà, il y a eu ça posait problème. Il y a des équipes qui soi-disant faisaient exprès de perdre et tout pour augmenter tes chances. Mais voilà, on sera officiellement le premier, enfin les 16 premiers du repêchage et voilà. En théorie, il y a beaucoup de chances qu'il est là à Anaheim. Voilà. Et puis dernière chose peut-être, la finale de la Ligue Junior Major, ça sera de Suisse face à face. Québec contre Halifax, donc Rochette versus Biasca. Donc je ne sais pas s'il y aura autre chose autour du monde, mais il n'y a pas de raison. C'est fou là. C'est ça, exact. C'est de la folie. Donc sympa. Des images à voir tous les jours d'ailleurs, des matchs de la Ligue Junior Majeure, les résumés de ces matchs-là tous les jours sur le site planethockey.com. Mais surtout peut-être que l'année prochaine, que ce soit Biasca ou Rochette, joueront en Suisse. Voilà, c'est ça. On en a terminé pour aujourd'hui, messieurs. Affaire à suivre. Yes. Allez, c'est terminé pour aujourd'hui. C'était le premier bloc, l'After, toujours depuis Nyon. Merci de nous avoir suivis. On va laisser débuter le championnat du monde. Donc, on va se retrouver lundi. On aura quand même de quoi discuter parce que l'équipe de Suisse aura déjà joué contre la Slovénie. Je ne sais plus son deuxième match si c'est lundi. J'ai un blanc là. Il n'y aura qu'un match. En tout cas, je crois qu'il n'y a eu qu'un seul match. Non, mais il joue il joue d'abord la Slovénie samedi. Le 14. Le dimanche, le 14, il joue contre la Norvège. Ah oui, 2 matchs. Et le 16, il joue contre le Kazakhstan. Voilà, c'est ça. Ouais. Alors, on aura quand même déjà deux matchs derrière nous. Slovénie et Norvège. Voilà, et c'est vrai que ce sont les 3 matchs à ne pas perdre si vous voulez jouer vraiment si vous voulez pas avoir de soucis pour vous qualifier pour la suite de la compétition, parce que ce sont sans doute les 3 adversaires les plus abordables. Slovénie, Norvège, Kazakhstan et Slovaquie, c'est vraiment les 4 adversaires. Après, parce que tu finis avec Canada, République tchèque et Lettonie qui a été qui sera à la maison, donc faut vraiment les 4 premiers matchs, il faut gagner.
Voilà, donc nous on se retrouve lundi prochain. On parlera évidemment beaucoup alors du championnat du monde, cette fois-ci qui aura débuté du côté de Tampere puis de Riga pour l'équipe de Suisse. Merci messieurs, encore une fois. Merci à toi Philippe. On vous souhaite Merci, une Lucas. bonne semaine. Et le hockey sur glace c'est bien, le hockey sur place, C'est mieux, mais même là, si ça devient de plus en plus compliqué. Ouais. Là, faut Donc, aller à du coup, Riga. on va le regarder devant, ça sera devant la bulle. Et vive le hockey suisse. et vive le hockey suisse, et vive l'équipe nationale, et on verra pour la suite. Ça. Si seulement on pouvait dire un jour et vive les champions du monde. On peut toujours rêver. Mais on a dit et vive le hockey roman et ça a marché, on va continuer. Bonne fin de journée à toutes et à tous, et à bientôt, bye bye. Bye bye.